bien bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques des Barbaries, de la Chronique des Barbaries. Donc au programme ce soir, donc pas de Covid-19 comme ça avait été initialement annoncé, puisque le programme est très chargé et donc on en parle assez régulièrement, donc on verra ça la semaine prochaine, je pense. L'heure est aux Français volontaires. Premier sujet. Donc il vient la suite du sujet sur la transgression notamment. Nos cathédrales brûlent. Nous verrons ce que cela signifie et en quoi c'est un sujet de barbarie. Bon, je pense que c'est assez évident, mais ça vaut la peine de s'y attarder. Nous verrons un peu en détail ce que cela signifie véritablement. Ce qui va se passer dans les mois à venir. Là, c'est donc la situation et l'enfoncement dans la barbarie qui nous attend. Et donc, d'un point de vue surtout économique, je dirais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Bon, moi, je ne suis pas seul à discuter, à élaborer ça. Hein. Je ne suis pas économiste. Bon, quelques notions malgré tout, mais on peut un peu prévoir ce qui va se passer. Nous finirons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes des barbaries. Voilà. Avant cela, je souhaiterais, comme on le fait toujours, commencer par une pensée ou maxime de Gaston Courtois. Bonsoir. Le chef n'est dans son rôle que s'il proclame non pas son bon plaisir, mais le bien collectif. Et s'il agit non pas pour son intérêt privé, mais pour l'intérêt général. Comme toujours, les maximes de Gaston Courtois sont, alors pas toutes, hein, mais en grande partie, sont vraiment inspirantes et ô combien d'actualité pour la situation dans laquelle nous sommes et pour s'en sortir. Alors rentrons maintenant dans le premier sujet, si vous le voulez bien. C'est l'heure des Français volontaires. Pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, c'est dans la suite de la culture des transgressions que nous avons détaillé dans un précédent numéro des Chroniques des Barbaries, que nous traitons également par ailleurs dans les Mercredis de l'Espoir. Et cette culture des transgressions, de la transgression d'une manière générale, porte aujourd'hui ses pleins effets. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une situation où il y a une grave dégradation qualitative des citoyens qui ne sont plus des citoyens quelque part, qui perdent de leur volonté citoyenne, de leur qualité de citoyen, de leur engagement public, de leur vie en société. Où des symptômes les plus typiques en est le comportement en tant que consommateur plutôt que en tant que citoyen. C'est-à-dire on va à la mairie, on va dans un service public comme si on était un consommateur plutôt qu'un membre de la société. Et ça, c'est une régression. Alors ça, c'est juste un exemple, mais voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une grave dégradation de cette qualité de citoyen, ce qui explique qu'on a beaucoup de mal, en définitive. Voilà, alors, pour compléter sur ça, c'est le plein effet du mépris de la science et des professeurs, hein, du mépris de l'autorité, du mépris c'est du chacun pour soi, c'est
Mais c'est même pire que ça, c'est la culture du flou, du non-savoir. Deleuze, c'est ça, son objectif, c'était à la fin de son raisonnement, vous ne devez plus savoir ce que vous pensez, ce qui est le haut et le bas, la droite et la gauche, et des choses comme ça. Voilà, c'est le mépris de la réalité, de la science et des professeurs. On la rencontre dans plein d'endroits. Quelque part, les gens qui sont dans la théorie du complot et tout ça, c'est aussi une résultante de ça. C'est multiforme, c'est vraiment multiforme, et nous en récoltons 50 ans après mai 68 et ce mouvement, nous en récoltons les pleins effets, les pleins fruits, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc on a une population dont une part significative, importante, alors pas toujours, pas en permanence, mais est atteinte dans cette dégradation de la qualité quasiment même d'être humain, hein, quand on le voit sur les transgressions, on parlait de la consommation, etc., où on préfère manger de la merde, pourvu qu'on ne la fasse pas, plutôt que d'être dans le faire. Et je prenais en discuter avec ma femme encore ce matin, c'est l'histoire du jus d'orange par exemple. On va boire un jus d'orange en brique, or que acheter des oranges, ça demande le même effort. Il faut juste presser les oranges chez soi, et je veux dire, le goût n'a absolument rien à voir. Voilà. Mais on préfère manger un truc en boîte, boire un truc en boîte, absolument infâme, euh, par rapport à prendre un vrai jus d'orange. Voilà. L'effort et le prix le même. Donc voilà, on a des gens, on est dans cette situation-là, avec une dégradation des humains. Donc je vous renvoie pour plus de détails sur la chronique des barbaries donc du 10 juillet dernier. Hein. Donc là, on a vraiment détaillé ce que ça voulait dire, et en quoi ces transgressions mènent à la barbarie. Je vous renvoie également au mercredi de l'espoir du 13 juillet, qui était justement une proposition, une réflexion pour comment dépasser ces transgressions et la société de consommation qui va avec, hein, puisque tout ça c'est pour vendre et produire, surtout pour consommer, donc pour pouvoir produire, pour pouvoir toujours développer plus et toujours être dans une croissance infinie. Donc comment réussir à le dépasser, et par un espoir, par quelque chose justement qui va de l'avant et qui ne part pas en arrière. Hein. Voilà, donc on a commencé dans ce premier numéro à voir comment on dépassait les transgressions. On verra mercredi prochain la suite, puisque c'était un peu trop court le 13 juillet pour tout couvrir. Et donc, quelle est la proposition d'une perspective de la 6ème République pour pouvoir se sortir de cette transgression, hein, de ces transgressions, et que ça soit réaliste. Je veux dire, quelque chose, on ne va pas dire aux gens, vous avez pu consommer, etc. Voilà, il faut quelque chose qui soit dynamique, qui parte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, c'est une chose. Voilà, ça, c'est la perspective qu'offre une perspective de la 6ème République, bon, que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Enfin, j'entends ça nulle part, hein, honnêtement. Bon, c'est tout. Hein. L'idée, c'est de réussir. Donc, moi, je n'ai pas j'ai pas de mérite particulier là-dessus, hein. Je m'appuie sur des philosophes. Bon, évidemment, j'apporte ma contribution, mais l'idée est quand même de dépasser ça et d'offrir un espoir. Parce que sans espoir, on ne sortira pas de la barbarie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par des mesures de police autoritaires, c'est juste rajouter de la barbarie à la barbarie. Et s'enfoncer dans la barbarie. Il n'y a pas de voie par les tyrans, pour le dire en d'autres termes. Donc voilà, donc pour savoir ce que c'est les transgressions. Donc on en récolte les pleins fruits aujourd'hui, 50 ans après ça. Donc on a une dégradation de la qualité humaine de nos citoyens, des gens qui nous entourent, et de nous-mêmes. Alors c'est l'heure des citoyens, des Français volontaires, justement. Alors, pour l'illustrer, avant d'aller voir pourquoi c'est l'heure des citoyens français volontaires, moi, je pense que vous commencez déjà à vous donner une idée. Je vais vous faire voir une vidéo justement de quelqu'un avec qui j'ai discuté sur Internet, Redouane Marguiche, qui a proposé cette vidéo, et je vous suggère justement, ça va illustrer cette culture de la transgression et en quoi ça a abîmé les gens, même des gens qui à la base étaient bien. Donc cette vidéo est intéressante. Surtout la fin, la chute est particulièrement intéressante. Donc nous allons la visionner ensemble si vous voulez bien.
comment faire pour s'en sortir? Bon, c'est toute la proposition. Mais le problème, c'est que comment faire pour s'en sortir? Comment faire aussi pour qu'il y ait des gens qui s'engagent? Et comment faire pour faire justement qu'il y ait des gens qui s'engagent pour le collectif et pour changer la société, hein, comme ce jeune homme-là qui était, du coup, il dit, bah oui, il faut absolument faire quelque chose. Et puis après, il retombe. Donc, je dirais, il y a des citoyens parmi nous qui sont parmi les plus conscients, mais qui sont moins nombreux qu'ils l'étaient hier, avec une société plus solide, plus structurée, plus collective. Donc c'est plus difficile qu'hier. Donc les gens conscients sont moins nombreux. À partir de là, comment faire pour s'en sortir? Il n'y a pas 36 solutions. Ceux qui sont conscients, les citoyens qui sont conscients et qui sont dans une situation comme la mienne, par exemple, doivent redoubler dans l'engagement et dans les efforts. Dans l'engagement, en disant, bah, je me mets au service de cette cause, quoi qu'il en coûte, puisque de toute façon, c'est la barbarie qui nous attend. Et la barbarie, il va y avoir des morts, il va y avoir ça. Donc, engageons-nous avant qu'il soit trop tard. Donc, de l'engagement physique, psychologique, intellectuel, dans l'engagement dans toutes les dimensions, mais y compris physique. C'est ça que ça veut dire. Faut pas. Moi, je sais très bien à quoi je m'engage. En lançant cette initiative, je sais très bien à quoi je m'engage. Je sais très bien où ça peut finir. J'y suis prêt. Parce que je pense que c'est plus important. Et que, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y a des gamins qui sont morts à 20 ans pour la liberté, pour la République. Moi, j'ai 60 ans. C'est pas. Voilà. Alors, le but n'est pas le sacrifice inutile. Le but, c'est, si c'est nécessaire, si c'est inéluctable pour faire avancer la cause, le rebond, l'espoir que nous espérons tous, eh bien, il faudra le faire. Et il faut le faire. Donc c'est ça, ça veut dire ça, l'engagement. Donc redoubler d'engagement parce que nous sommes moins nombreux. Et redoubler également d'efforts. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire simplement rester tranquille, etc. Il ne faut pas croire que ça va se passer qu'avec des roses et que les pouvoirs macronistes et internationaux, l'oligarchie mondiale quand même, nous attaquons quelque part une oligarchie mondiale, que ça va se passer tout en douceur, etc. Il faut essayer que ça se passe le mieux possible. C'est pour ça que la voie démocratique est importante. Mais il ne faut pas croire que les forces ne vont pas s'exercer d'une manière ou d'une autre. Donc des efforts, il faut en redoubler déjà pour combattre l'inertie des citoyens. C'est bien pour ça également qu'au premier plan, il faut mettre la réunification, le rassemblement des Français. Ça, c'est la première des choses. Rien n'est possible autrement. Absolument rien. Voilà donc pourquoi il faut que les gens qui me regardent et qui vont regarder cette vidéo sachent que il faut des citoyens volontaires et plus volontaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Si on est dans la situation un peu de la résistance, alors pas encore, parce que l'Allemagne, dans la résistance, avait envahi la France, les nazis avaient envahi la France, nous ne sommes pas encore dans cette situation. N'attendons pas d'être dans cette situation. C'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, voilà la perspective. C'est n'attendons pas d'avoir plongé plus profond encore dans la barbarie avant de réagir. Puisque plus on plonge, plus c'est difficile de remonter. Et là, je dirais que ça sera vraiment particulièrement difficile, voire impossible. Donc c'est maintenant ou jamais, je dirais. 2022, comme je dis souvent, pour moi, c'est la dernière échéance. Pour pouvoir s'en sortir sans trop de dégâts. Donc, mobilisez-vous, engagez-vous, faites des efforts. Il faut s'engager. Sans engagement, mais rien ne sera possible. Après, voilà. Et c'est maintenant que ça se passe. Deuxième sujet, nos cathédrales brûlent. Alors, donc, le plus récent, qui a été un peu déjà sorti de la médiatisation, vous voyez, ça, on passe l'actualité. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, donc le 18 juillet 2020, c'est déjà sorti de l'actualité. Voilà, on appelle l'actualité.
Donc, 3 départs de feu à une distance conséquente. Je dirais que même le procureur de la République l'indique, c'est de toute évidence un incendie criminel. Donc, on a une œuvre comme ça. Moi, je ne suis pas particulièrement catholique, je dirais loin de là même si je suis d'origine effectivement catholique. Mais voilà, c'est une part du patrimoine, c'est notre patrimoine commun, centenaire, artistique, avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires, des sculptures, des tableaux, des orgues qui ont joué de la musique, enfin, toute une collection humaine, de rassemblements humains et d'hommes pour des raisons de foi qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et tout ça, on le détruit, on le détruit, on le fait partir en fumée. En soi, détruire ça, c'est comme les Bouddhas qui avaient été détruits, les Bouddhas millénaires qui avaient été détruits en Afghanistan. C'est horrible. Pour moi, c'est vraiment très 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 grave parce qu'on détruit vraiment de l'humanité là. Hein. On détruit du passé, comme on va le dire tout à l'heure. Voilà. On ne respecte pas les hommes. C'est aussi une occasion, nos cathédrales brûlent, pour rappeler, toujours aucune explication sur, maintenant c'est avril 2019, ça fait plus d'1 an et on ne sait toujours pas quelle est l'origine de l'incendie. On n'entend plus parler du tout. Alors si on a parlé qu'il y avait du plomb, etc. Mais voilà quoi. Alors, voilà, après, je ne vais pas faire l'inventaire complet, mais Rennes, la cathédrale Saint-Pierre, début d'incendie en juin 2020. Depuis janvier 2016, je n'ai pas fait tout l'inventaire, mais je tire ça de l'Observatoire du patrimoine religieux. Vous pourrez consulter une liste plus détaillée. Mais honnêtement, je ne suis pas certain qu'elle soit même exhaustive, cette liste du patrimoine de l'Observatoire du patrimoine religieux. Parce que j'ai bien l'impression qu'eux-mêmes omettent un certain nombre d'incendies. Mais bon, qu'est-ce qu'ils disent? 58, depuis janvier 2016, 58 incendies de lieux de culte. Plus de 300 dégradations, et principalement des églises. Alors eux, ils comptent tout, églises, mosquées, etc., etc. Mais l'écrasante majorité, c'est 90%, hein, on est vraiment dans ces proportions-là, ce sont des églises ou des lieux de culte catholiques. Voilà. Alors ce qui est visé au travers de ces actes volontaires, donc, ce qui est visé, au-delà du caractère religieux, c'est de détruire, parce que le caractère religieux, le catholicisme est en recul, enfin je ne veux pas dire qu'il a disparu de France, ça serait exagéré, mais il est en recul tel qu'il n'influence plus tellement la société. On l'a vu par exemple pour le mariage pour tous, où la religion catholique n'a pas réussi à inverser la tendance par rapport à cette réforme. Donc l'influence de la religion est beaucoup moins importante, de la religion catholique est beaucoup moins importante. Mais justement, au-delà du caractère religieux, c'est donc pas tellement ça, puisque ça, c'est plus tellement d'actualité, je dirais. C'est vraiment de détruire l'âme de la France. C'est-à-dire de détruire une part de son passé. C'est ça qui est visé. C'est le passé, qu'on appelle judéo-chrétien, etc. Voilà. Ce qu'il faut, c'est détruire ça, détruire tout ce qui peut rappeler du passé. Ça va avec également les statues ou des choses comme ça, vous voyez. On veut détruire le passé, il faut casser le passé des gens. C'est en cassant le passé qu'on casse les humains actuels. Et donc, ça, c'est vraiment une barbarie. Parce que, et nous allons le voir dans cette citation de Simone Veil, de tout les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Et elle l'explique un peu plus tard. Elle dit un peu plus loin, dans l'enracinement, son ouvrage majeur, je dirais, depuis plusieurs siècles, les hommes de race blanche ont détruit du passé, partout, stupidement.
aveuglément, chez eux et hors de chez eux. Voilà. Voilà la destruction du passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, détruire le passé? Comme c'est le besoin le plus vital de l'homme. Elle l'explique un peu avant dans l'enracinement, justement. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'avenir ne donne rien. J'ai raccourci. Hein. L'avenir ne donne rien, au sens de donner. Vous voyez, de donner un morceau de pain. L'avenir ne donne rien, puisqu'il est devant nous. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. Et ça rejoint les citoyens volontaires d'ailleurs. Si on veut un avenir, c'est à nous aujourd'hui de tout lui donner. Et si on veut un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est à nous de tout à donner à cet avenir. Parce que l'avenir en lui-même, il ne peut rien vous donner, il est devant. Il ne peut rien vous donner. Donc, l'avenir ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres vies, d'autres sèves, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. Elle exprime de façon extraordinaire en quoi détruire le passé, ce n'est pas détruire le passé, c'est détruire l'avenir. Elle dit ça en quelques phrases, et de façon si profonde et si synthétique, et si vraie, et si incontestable. Donc si nous voulons un avenir, nous devons à tout prix préserver notre passé et s'appuyer sur le passé. Le passé est le passé, il ne reviendra pas, mais il nous imprègne, c'est la sève qui fait ce que nous sommes. Sans passé, mais comme elle disait, on a par exemple détruit le passé. Par exemple, ça m'avait beaucoup frappé, c'était les peuples des Marquises qui se laissaient mourir. Le peuple se laissait mourir parce qu'on avait détruit son passé par la colonisation. Et les gens, ils se laissaient mourir. Puis depuis quelques décennies maintenant, heureusement, ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris confiance dans leur propre culture, parce qu'ils avaient été écrasés par la culture coloniale. Hein, de fait, hein, pas forcément par des massacres ou des choses comme ça, mais par, je ne sais pas exactement comment, je ne connais pas le détail de l'histoire. Le fait est que le choc des civilisations, ça produit souvent une civilisation qui se trouve peut-être mise avec un sentiment d'infériorité ou des choses comme ça, donc qui n'a plus confiance en elle, et en plus on va détruire son passé puisqu'on va essayer d'imposer une religion, des choses comme ça. Et donc du coup, eh bien, le peuple se délite et le peuple il se laisse mourir. Vous voyez? On arrive à ce genre de choses. Un peuple qui n'a pas de passé, qui tue son passé ou que d'autres tuent son passé, ce peuple-là n'a pas d'avenir. Voilà en quoi c'est grave, ces incendies de cathédrales, en quoi c'est grave ces destructions de statues et de tout ce qui fait notre histoire commune, notre passé commun. Avec les bons et les mauvais côtés, bien sûr. Voilà. Alors, une petite parenthèse maintenant sur ces cathédrales, parce que je voudrais parler de la candidature faite et la déclaration faite par le général Martinez et par un autre général et Renaud Camus, je crois, de mémoire, et qui disait en substance, les descendants des Francs et des Gaulois ne peuvent se retrouver dans leur rang. Donc c'était dans le rang des incendiaires, dans le rang des gens qui brûlent des cathédrales. Je pense qu'ils n'ont pas eu conscience de ce qu'ils disaient dans cette déclaration, mais quand on dit ça, les descendants des Francs et des Gaulois ne peuvent pas se trouver dans leur rang, ceux des incendiaires. Peut-être que si. C'est-à-dire que quand on sépare comme ça, malheureusement, je pense que si, des black blocs, etc., des anarchistes, ou je ne sais pas, des gens qui veulent tuer le passé, on se demande bien pourquoi, ils se tuent eux-mêmes, quoi.
On ne peut pas faire creuser. Puis du coup, quelque part, on dit, mais ceux qui sont d'autres origines, les Antillais, les gens qui sont venus de l'immigration et qui veulent devenir français, qui sont sincèrement français, qui sont amoureux de la France, de sa culture, de sa littérature, de son art de vivre, ben ces gens-là, du coup, ils se retrouvent exclus de cette déclaration. Ça ne fait pas creuser. Donc ce n'est pas réaliste, cette démarche n'est pas réaliste, sa démarche de président, de se présenter comme président n'est pas réaliste. Pour cette raison-là, parce que ça c'est la plus importante, aussi parce que évidemment il y a la concurrence directe de plus gros candidats comme Marine Le Pen qui est quasiment sur les mêmes, Nicolas Dupont-Aignan, enfin lui il est pas candidat encore, mais de Marine Le Pen qui est sur le même créneau, je dirais sur le même segment politique. Donc sa candidature n'est pas réaliste. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans d'autres déclarations de Gaston Courtois, la qualité première d'un chef, c'est justement d'être dans le réalisme et de faire selon la situation telle qu'elle est pour se projeter dans une réalité, dans quelque chose de réel. En faisant cela, et c'est un simple constat, il montre qu'il n'est pas un chef. Alors je n'ai rien contre lui personnellement, ni rien de ça, c'est pas une attaque personnelle du tout. Pas du tout, parce que moi je veux faire creuser, et je veux faire aussi creuser avec le général Martinez, je n'ai aucun problème. Mais faisons creuser, car la condition de tout changement, c'est de rassembler les Français. Si on ne rassemble pas les Français en premier lieu, rien n'est possible. Rien. Et nous irons vers la barbarie de manière certaine. Voilà. Et vous voyez, j'ai reçu moi-même des encouragements cette semaine de gens de Tananarive, donc de Madagascar. Voilà. D'anciennes colonies, vous voyez. Et des gens qui sont quand même amoureux de la France et la France qui rayonne, cette France qui donne de l'espoir, eh bien c'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Pas celle qui regarde trop vers le passé. Il faut s'appuyer vers le passé pour construire l'avenir. Vous voyez ce que disait Simone Veil. C'est de sève, mais ce futur, il faut le construire. Et pour le construire, la seule condition, la seule façon aujourd'hui, c'est de réunifier, rassembler les Français qui ont été divisés, atomisés, comme on l'a vu par toutes ces transgressions et toutes ces volontés, justement, du libéralisme libertaire. Donc voilà, ça c'est essentiel. Donc, je ne sais pas si le général Martinez regardera cette vidéo, mais voilà, je lui dis en toute amitié, mais je ne le connais pas hein, personnellement, mais voilà le creuset. Venez, c'est dans cette démarche-là, c'est dans cette voie-là que l'on peut marcher. Alors, avant-dernier sujet de cette chronique des barbaries, un sujet important, vital pour aujourd'hui, et pour ce qui va venir justement, c'est que va-t-il se passer au niveau économique dans les mois à venir. Donc comme je disais en préambule, je ne suis pas économiste, bon, je suis un peu quand même les choses, je ne suis pas complètement béotien, mais je ne suis pas du tout économiste. Comme je ne suis pas philosophe non plus. Mais disons que je suis un généraliste et si on veut faire une offre politique, eh bien, il faut être un petit peu généraliste. On ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines, mais il faut avoir une idée. Il faut être architecte. Hein. Vous savez, je suis architecte logiciel en informatique. Eh bien, l'architecte, il doit être en mesure de connaître un peu les grands principes de tous les domaines pour pouvoir justement les apprécier, les articuler, savoir quand quelqu'un dit quelque chose qui est cohérent ou quelque chose qui est un peu bizarre dans son domaine. Il faut savoir détecter ça, c'est très important. Voilà, donc voilà ma typologie personnelle. Donc je m'y connais un peu en économie, mais pas plus que ça. Mais j'écoute et ce qui va être présenté là, en fait, s'appuie sur des lectures et sur justement de véritables économistes qui, certains prévoient justement cette trajectoire. Donc dans les mois à venir, nous allons subir un quatrième choc. Nous commençons à rentrer dans ce choc, mais
on n'y est pas encore complètement. Il prendra, là, c'est un choc dans l'économie réelle. C'est un choc qui prendra ses pleins effets à la fin de l'année, au troisième trimestre de cette année. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des faillites d'entreprises, hein, dans les secteurs qui vont être le plus touchés évidemment par le Covid, etc. Hein, donc ça peut concerner les transports comme le tourisme notamment, qu'on pense tout de suite, mais l'industrie automobile n'est pas épargnée, et d'autres industries également. Donc un coup de frein gigantesque, sachant qu'on était déjà, avant la crise du Covid, on était déjà en bout de souffle, déjà sur une période de stagnation qui durait depuis la crise de 2008, depuis le premier choc. Donc sur le nombre de chocs, je vous renvoie justement à un mercredi de l'espoir qui avait été tourné au sujet de justement que révèle la pandémie du coronavirus, qui explique justement ces trois chocs, le troisième choc étant la pandémie du coronavirus et ses origines et ses implications, etc. Donc des faillites, donc un chômage qui va augmenter fatalement. Du coup, des défauts de paiement, alors faillite c'est un peu la même chose pour les entreprises en l'occurrence, mais des défauts de paiement de ménages également et d'entreprises. Donc on va avoir, et c'est ce qu'on rencontre, on le voit déjà aujourd'hui dans les courbes, on a une tendance déflationniste. Déflationniste, ça veut dire baisse des prix. On a tendance à une baisse des prix puisque d'une part, il y a plein de sociétés qui n'arrivent pas à vendre leurs produits, donc ils ont tendance à pratiquer des rabais pour vendre leurs produits. Bah, typiquement, c'est l'habillement, où est-ce qu'ils n'ont pas tout leur stock, tout ce qu'ils avaient pu commander comme stock d'été ou de tissus, etc., ou de chaussures, eh bien, ils ont des stocks qui ne peuvent pas écouler. Donc, ils pratiquent des rabais d'entrée pour pouvoir les écouler. Donc, ça, c'est une tendance déflationniste. Et l'autre aspect qui amène à une donc on a une demande, on a une offre avec un prix qui baisse, et de l'autre côté on a une épargne qui a tendance à gonfler parce que les gens ont peur, ils se disent bon là on va garder de l'argent de côté parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Bon, parce qu'on voit bien, les gens comprennent bien, tout le monde comprend bien que le choc économique qui est devant nous est considérable. Donc on se dit bah, on va garder un peu de sous, une poire pour la soif. Hein. Donc ça c'est une tendance déflationniste, donc une tendance à la baisse des prix, qui est mauvais pour l'économie. Hein. Ça veut dire qu'on est dans une spirale déflationniste. Le Japon vit ça depuis les années 90, hein. Début des années 90. Ils sont dans une stagnation et dans une déflation permanente depuis les années 90. Et cela, malgré une inflation de la masse monétaire qui est gigantesque, puisqu'on n'arrête pas de faire tourner la planche à billets depuis un certain temps déjà maintenant. Et donc ça, qui normalement est une tendance inflationniste. Ça, plus on émet de billets, plus normalement les prix devraient augmenter, puisque ce n'est jamais que du papier. Et le prix du papier, plus vous mettez du papier avec plus d'imprimés de papier, eh bien moins il vaut cher, hein, parce qu'au fond ce n'est que du papier. Donc ça, c'est le quatrième choc dans l'économie réelle qui va prendre ses pleins effets à la fin de l'année, au quatrième trimestre. Suivra un cinquième choc, donc plutôt pour 2021, a priori, qui celui-là sera de nature financière, puisque avec toutes ces faillites et tous ces défauts de paiement, y compris de ménage, eh bien, il y a un risque fort, très important, de faillite de banques systémiques. Une banque systémique, ça veut dire que c'est une banque que si elle fait défaut, ça veut dire que bah, tout le système s'écroule. Hein. Tout le système financier s'écroule, puisque tout le monde est interdépendant. Et ou donc faillite de banque systémique, et dans le même temps, des possibilités aussi de défaut de paiement de certains pays européens, qui sont surendettés et qui ne pourraient plus trouver à se refinancer sur les marchés, puisqu'on ne leur ferait plus confiance en disant mais ils ne vont pas être en mesure de rembourser. Bon, c'est le cas de l'Espagne, qui était déjà le cas en 2008, hein, de l'Italie, et peut-être de la France. On verra
la situation dans laquelle est la France là-dessus, parce qu'on n'est pas très bien. Mais voilà, ça fait au moins partie de ces pays-là. On ne parle pas de la Grèce, évidemment, les pauvres, ils sont morts pour 100 ans, hein, avec la crise de 2008. Mais c'est un peu, c'est la situation de la Grèce qui nous pend au nez, en définitive, et ce qui s'est passé en Espagne également, hein, et au Portugal. Mais là, de façon beaucoup plus considérable, sachant que le plan de relance qu'ils viennent de faire, bon, là, je vous renvoie aux articles de spécialistes, n'est pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que le plan américain, pour une économie qui est plus petite que celle de l'Europe, hein, en termes d'échanges, ça doit être 3 ou 4 fois plus, quoi. On est à plusieurs trillions de dollars, c'est-à-dire c'est des milliers de milliards de dollars. Bon, à ces niveaux-là, on comprend même plus ce que ça veut dire, mais bon, je crois qu'ils sont à 3000 ou 4000 milliards de dollars. Pour éviter justement, parce que évidemment, ils voient bien que ça va arriver, donc ils essayent de compenser ça. À partir de là, à partir de ce choc financier, il y a différents scénarios qui sont possibles, et là, qui dépendront en définitive de la politique qui sera retenue par l'oligarchie. Mais sachant que l'oligarchie, c'est pas un monolithe non plus. Hein. Nous allons le voir là. Déjà, le scénario A, c'est le choix qu'a fait l'Allemagne jusqu'ici, hein, c'est le choix du sauvetage de l'euro à tout prix. Donc les banquiers centraux ont fait ce choix jusqu'à maintenant. En 2008, ça a été très clairement le choix qui a été fait. Et c'est le plan qu'ils viennent de faire là, et pourquoi l'Allemagne a cédé, etc., aux frugaux, a cédé pour justement faire ce plan, quitte à ce que ça leur coûte un peu de sous, sur leur épargne. C'est qu'ils veulent à tout prix sauver la zone euro parce qu'ils pensent qu'ils ont plus à y gagner qu'à y perdre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une augmentation massive de la masse monétaire. Donc derrière, avec une tension plutôt à aller plutôt de ce coup-là vers une inflation importante, puisque entre-temps, il y aurait eu une destruction de l'offre de façon considérable. C'est-à-dire, par exemple, moi je me rappelle d'avoir été en Crète après la crise de 2008, eh bien, il y avait sur l'endroit où on était, dans le village où on était, il n'y avait plus qu'un seul hôtel d'ouvert. Tous les autres étaient fermés, tous. Il n'y avait plus un seul. Il n'y avait plus qu'un qui était ouvert. Sur le, je sais pas, il y en avait peut-être une dizaine. Il n'y avait plus qu'un seul. C'était le plus gros, celui qui était sans doute le plus rentable. C'est le seul qui restait ouvert. Donc il va y avoir une destruction massive d'offres par la faillite d'entreprises et faillite et de ménages. Donc l'inflation va redevenir possible. Donc, mais dans le même temps, ça va vouloir dire une perte massive de pouvoir d'achat, donc déjà par le chômage, mais aussi par la pression sur les salaires. Mais également, si l'inflation se remet à démarrer fortement à partir de 2021, du coup, le pouvoir d'achat va aussi baisser par ce mécanisme-là. Et en même temps, la valeur de l'épargne monétaire va baisser aussi. Les gens qui ont des SICAV monétaires vont perdre de l'argent, puisque l'argent vaudra moins. Hein. Comme je disais, c'est jamais que du papier. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est l'éclatement de la zone euro. Dans cette configuration-là, on va avoir une ruine des pays qui vont sortir de l'euro par le bas. Donc avec une inflation surtout sur les biens importés, puisque du coup, ils vont récupérer une monnaie nationale, mais qui va se dévaluer de façon considérable. Donc avec un repli sur les économies nationales et un chômage massif à court terme. Ça, au moins dans un premier temps, cette sortie, c'est un cataclysme. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce qu'a subi la Grèce, hein, et donc avec des politiques d'austérité drastiques. Ça ne veut pas dire que dans le scénario précédent, il n'y aurait pas ça. Hein. On l'a bien vu avec la Grèce, hein, justement. Il y a des éléments qui vont se retrouver dans les deux scénarios, bien évidemment. Mais là, pour le coup, c'est certain. Et
l'achat à vil prix du patrimoine du pays ruiné, puisque on voit bien l'exemple de la Grèce, où est-ce que bah, les Allemands, les Anglais, les Américains et les Chinois ont pu acheter, bah, par exemple, le port du Pirée, ou des îles entières, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est du patrimoine national. Donc on pourrait imaginer en France, bah, on vend la Tour Eiffel, on vend Chambord, etc., etc., si on était dans cette situation-là. Et à vil prix. Puisqu'on n'a pas le choix de ça, on a besoin d'argent. Donc ça peut intéresser les capitalistes, vous comprenez, les gros capitalistes. C'est un scénario, il y en a qui risquent de jouer ça, justement, pour justement se dire, bah tiens, on va pouvoir acheter derrière des trucs pas chers. Du coup, quelque part, il va y avoir un accroissement de la richesse des pays restants ou sortant par le haut de la zone euro, bon, typiquement l'Allemagne, hein, bien évidemment, ou ce qu'on appelle les frugaux, là, dans les négociations. Et donc, mais eux, ils vont avoir quand même aussi un problème parce qu'ils vont avoir une perte massive de débouchés, puisque les pays qui vont être ruinés, ils vont plus pouvoir leur acheter de voitures et de choses comme ça. Ils vont rouler en Renault, en Dacia, plutôt que de rouler en Audi. Donc, chez eux aussi, il va y avoir un chômage et une tendance plutôt, eux, à la déflation, pour le coup, parce que leur monnaie va devenir d'un seul coup, quelque part, surévaluée malgré tout. Et ils vont pouvoir acheter à vil prix, justement, le patrimoine des pays ruinés. Donc, réfléchissez à ça, ça peut être aussi un scénario qui a des avantages quand même pour certaines personnes. C'est un pays, par exemple, qui aura une volonté hégémonique forte en, en Europe, hein, on peut voir qui ça peut être, peut à un moment donné changer son fusil d'épaule et opter pour ça. Alors, de quel côté serait la France dans ce scénario B? En fait, ça dépendrait beaucoup de quel serait l'intérêt de l'Allemagne, compte tenu surtout de l'état de l'Union européenne. On voit bien que l'Union européenne, elle est claudicante depuis un sacré temps. Et donc, ça sera l'Allemagne, au fond, qui, au fond, va décider de ces deux scénarios. Et pas que l'Allemagne, les Américains aussi, hein, ils vont aussi, même des capitalistes américains en tant que tels, hein, puisqu'on a eu des cas avant la mise en place de l'euro, justement, avec des manipulations de cours, justement, orchestrées par des grandes banques et des grands capitalistes américains. Donc, la France, en fait, tombera d'un côté ou de l'autre, euh, et le choix sera fait, mais la France, malheureusement, ne sera pas maître de son destin dans cette configuration. Donc il y aura un impact évidemment sur le revenu de la population et en particulier sur les purs consommateurs. Donc les purs consommateurs, ce sont des gens qui ne produisent pas. Donc, par exemple, tous les gens qui touchent les minima sociaux, etc. On peut très bien l'imaginer du jour au lendemain où les minima sociaux, bah, le RSA, l'État n'a plus d'argent, ne peut plus payer, et ben c'est fini. On revient comme à l'ancien temps et les gens qui avaient été dans la misère, ils touchaient rien, hein. On peut arriver à une situation comme ça. Dès lors, si on arrive dans des situations comme ça, il est bien évident que des troubles sociaux vont se faire jour, puisque surtout avec des gens qui sont des purs consommateurs, qui ont été élevés dans la transgression, qui ont été élevés dans l'habitude de pouvoir être entretenus sans avoir à travailler, euh, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'accepter comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça dans plein de populations, compte tenu en plus de la diversité de la population vivant en France aujourd'hui. Donc là, on risque vraiment d'entrer dans un fort approfondissement de la barbarie, justement, puisque là, on est ça bourgeonne, je dirais, mais on, a, voilà, on est juste au moment où ça peut tomber dans la bascule profonde, dans l'approfondissement. Là, on pourrait rentrer, ça sera malheureusement certainement le moment de cette entrée dans un approfondissement important de la barbarie. Mais malheureusement, je crains qu'on ait l'occasion d'y revenir à l'avenir.
Voilà pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Pour finir, je voudrais, comme à l'accoutumée, rendre hommage à des victimes des barbaries. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler d'Axel Dorier, 23 ans, aide-soignante. Elle est décédée le 19 juillet à Lyon, après avoir été percutée par une voiture, puis traînée par celle-ci sur 800 mètres. Moins dramatique, Laura, 43 ans, comédienne et chanteuse, a été opérée d'une double fracture de la mâchoire après avoir été frappée au visage par un jeune homme, probablement dealer de drogue, près de son domicile dans le quartier de l'île Moulin. Vous savez, les dealers de drogue, ce sont ces membres de gangs dont je parlais l'autre jour, et de l'importance des gangs, et je vous renvoie vraiment à cette vidéo pour justement, voici les conséquences évidemment de cette situation pour cette pauvre femme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique des barbaries. Donc, mercredi de l'espoir, le 29 juillet à 18 h, donc mercredi prochain. Nous allons, comme je disais tout à l'heure, traiter du dépassement, comment dépasser les transgressions, la société des transgressions et la société de consommation, donc suite et fin. Donc, réfléchir à comment on peut en sortir sans un retour en arrière, sans passer par des tyrans, etc. Comment est-ce qu'on peut se projeter, comment en sortir à partir de la situation actuelle, de façon réaliste et de façon à faire adhérer la population à ça. Ce n'est pas si simple. Nous avons déjà vu quand même quelques bons éléments dans la première partie. Nous finirons et nous verrons quelles sont les suggestions faites par un P6R, par une perspective, la 6ème République, pour justement sortir par le haut, malgré tout, de cela. Passez à l'initiative, vous les citoyens volontaires, engagez-vous, 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 car vraiment, il est temps, il est encore temps. Quand on va plonger dans la barbarie, ça va être autre chose, ça va vraiment être terrible. Il faudra être prêt, et le plus tôt on sera prêt, le plus pro on sera en ordre de marche, mieux ça vaudra. Voilà. Donc, un message d'espoir, mais l'espoir, il faut le construire à partir de son passé, comme nous l'a si bien dit Simone Veil. À mercredi et à vendredi prochain pour une prochaine chronique des barbaries. Au revoir, messieurs, dames.